Moi, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à networking. Ok. Et je crois que pour moi, ça compte beaucoup l'endroit où on vit. Quand on est quand même des Africains, vous savez, c'est pas comme les journées d'aujourd'hui. La discipline, ça compte beaucoup pour les enfants. Il a dit, it's Delio. I said, what's going on? He said, open the door. I'm with a lot of soldiers. I said, wow, soldiers? Anyway, et puis j'ai ouvert ma porte. Puis ils sont rentrés comme ça dans mon appartement. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Et comment t'es devenu agent de joueur après? Maman Gbadam aussi, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Je suis très content d'avoir cette discussion avec toi sur notre podcast Kalimandjaro. Parce que, comme on en parlait en off, on a reçu ton fils, Wale, lors d'un dîner. Et la première chose que je lui ai dit, c'est que j'avais été interpellé, j'avais beaucoup apprécié le récit, ou comment il parlait de toi, et de comment tu l'avais inspiré pour être ce qu'il est aujourd'hui, donc un grand entrepreneur. Et après avoir discuté, il a dit, mais en vrai, c'est ma mère que tu devrais recevoir. Et là, quand il m'a dit que tu étais de passage en France et que tu serais d'accord pour venir, j'étais très content. Parce que c'est assez rare qu'on ait l'occasion de discuter avec des parents qui sont pourtant ceux qui nous ont donné tout l'écosystème, toute la force, toute la sagesse, tous les conseils pour que après on puisse réaliser de grandes choses. Donc pour ça, je te remercie vraiment et je suis très content de te recevoir sur notre podcast. C'est mon plaisir. D'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Aramide Oyekomi Gbadamosi. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire en plus? C'est mon nom, je suis... ma profession, c'est quand même un peu de tout, mélange en petite salade. Mais je suis bibliothécaire, documentaliste. Et après, j'ai créé ma société. Et après, je suis devenue consultante en tout ce qui est communication et business international. D'accord. Déjà, la question que je pose toujours aux Nigérians que je vois en France, c'est pourquoi la France? Alors que vous êtes un pays anglophone et qu'en général, on vous retrouve plus aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, en tout cas dans l'écosystème, enfin dans la zone anglophone. Bonne question. C'est vrai que j'aimais pas du tout. J'ai pas apprécié la langue française quand j'étais à l'école. Parce qu'on a eu un prof qui était très, très dur. Je me rappelle bien de Monsieur Pio. À chaque fois, j'ai eu 0. Aramide, 0 en français. Mais j'ai eu quand même la chance que mon père travaillait avec l'OUA. Okay. Ça, c'est l'organisation de l'unité africaine à l'époque. Et il était basé en Addis Abeba, en Éthiopie. D'accord. Donc, pendant les vacances, on allait quand même avec papa 2 fois. Il nous invite à assister aux conférences de l'OUA, à l'époque de l'OUA. Maintenant, c'est l'Union africaine. Et ça m'a vraiment plu quand il y a les francophones qui commencent à parler, moi du tout. Alors, je suis tombée amoureuse de la langue française. D'accord. Alors, je dis, je vais devenir interprète parce qu'on avait quand même l'interprétation pendant les conférences. Alors, j'ai dit à mon père, je vais être interprète. Donc, il a décidé quand même d'envoyer en Suisse. Et entre-temps, j'ai changé. J'ai dit non, je vais aller en France. Alors, je suis venue en France. Et puis, j'ai commencé quand même à Alliance française au Nigeria. À commencer à faire des cours. Et puis après, je suis venue en France. Et puis, j'ai changé d'avis. Parce que j'ai dit non, je ne veux pas trop voyager comme mon père. Lui aussi, il a beaucoup trop voyagé. Et je voudrais une vie stable. Et j'ai dit, voilà, bibliothécaire documentaliste. En France, donc? En France. Donc, je suis venue en France. J'étais à la Sorbonne. Et après, l'Institut catholique. T'es arrivé en quelle année? 75, 70. Ok, ouais, voilà, très 75, tôt. Oui. Et à quoi ressemblait la France? Ou en tout cas, à quoi ressemblait la situation
des immigrés en France dans les années 75, de ton point de vue? Moi, j'ai eu de la chance hein, parce que j'ai pas vraiment senti d'être quelqu'un de l'extérieur. D'accord. Je ne sais pas, je suis de quelqu'un qui... j'ai pas eu un problème avec les Français, sauf que quand même en arrivant, quand on est dans le métro, il y avait le regard. Le regard que les gens qui vous regardent comme ça, c'est comme vous tenez de notre planète complètement. D'accord. Alors moi aussi, je le regarde. Deux fois, j'ai osé même d'aller vers la personne pour demander, alors est-ce que je ressemble à quelqu'un de notre planète? Parce que je comprends pas. Et puis vous regardez vraiment avec intensité, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Hein. Mais c'était comme ça. Mais c'était quand même une ville très, très propre. Paris? Paris. Par rapport à ce qu'on a maintenant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça a beaucoup changé. D'accord. Oui. Et là, à l'époque, enfin, il y a un élément fondateur dans le récit de la vie de Wale, c'est qu'il explique que à un moment, il a fallu que tu déménages et tu avais le choix entre habiter à Nanterre dans un grand appartement, ou en tout cas dans un appartement suffisamment grand, et habiter à Neuilly dans un appartement plus petit, mais qui avait probablement un meilleur cadre pour la réussite de tes enfants. Est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé cet événement? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivée en France, puisque mon père était quand même il était bien encadré dans tout ce que la vie diplomatique. Donc, on est arrivé en France, j'étais reçue par le député ambassadeur, le député ministre qui habitait aussi à Neuilly, Boulevard du Château. D'accord. Nigérian. Nigérien, oui. Il travaillait à l'ambassade du Nigeria. Mais c'était un ami de mon père qui était l'ami de l'ambassadeur en Belgique. Donc, c'est lui, il l'a mis en contact et puis c'est lui qui m'a reçu. Et donc, j'étais avec eux pendant des mois et je suis tombée amoureuse de Neuilly. Parce que c'était à Lagos, au Nigeria, on habitait presque dans le même endroit. On habitait à Ikoyi, donc c'était vraiment l'équivalent de ce que j'ai vécu aussi au Nigeria. D'accord. Vous voyez, c'est pas quartier chic, quartier propre, très vert. Ikoyi, à l'époque, c'était le quartier quand même où il y avait beaucoup des expatriés et tout ça, donc c'était vraiment résidentiel. Et après, j'ai trouvé un logement, un petit studio à Boulevard Rue Saint-James. Toujours à Neuilly. Et après, c'était Boulevard Commandant Charcot, toujours à Neuilly. Et puis, j'ai eu mon fils, Chéni, en 1978. Et je sais qu'il y avait le logement social. Et puis, je suis allée voir M. H. Peretti. D'accord. J'ai fait la demande. Et c'est grâce à ça, parce que j'avais un studio à Rue Saint-James qui était vraiment chic et nice, vraiment très bien, mais je dis quand même c'était petit. Donc j'ai pris un rendez-vous avec M. H. Peretti. Et par rapport aux autres, parce que les Nigériens disent non, vous ne pouvez pas, on ne va pas vous recevoir, c'est pas la peine. Mais je dis non, moi j'ai toujours osé de toute façon. Donc je suis allée voir M. H. Peretti, à l'époque c'était maire de Neuilly. Et j'étais étonnée, hein. Quelques jours après, il m'a présenté un logement. J'avais le choix. Mais pourquoi il t'a reçu? Il reçoit tous les... Ben oui, je crois que j'avais, je crois, 3 jours ouverts pour les... les citoyens. Oui, voilà, pour les gens de nuit. Donc, je suis allée. Mais il m'a demandé, mais comment vous allez payer? Est-ce que c'est pas trop cher? Mais j'ai dit, monsieur, j'ai reçu quand même... Mon père m'envoyait de l'argent. Donc, il n'y avait pas de problème de payer mes loyers. D'accord. Et de toute façon, papa a toujours dit, moi, je vous envoyais en France, c'est pour faire vos études. Donc, il ne faut pas mélanger le travail et tout. Et vous faites vos études et puis après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai eu cette chance. Alors, je lui ai dit, non, je reçois telle somme, pas moi. Et il était convaincu. Mais 5 jours après, j'ai reçu une allocation, une visite. On m'a dit, il faut visiter. Mais j'étais tellement étonnée quand j'ai vu ça. Que vous savez, quand vous avez un studio de je ne sais pas combien de mètres carrés, et vous avez un choix entre les grands appartements et en 2 pièces. Alors j'ai dit non, la 2 pièces, ça me suffit. Et puis alors je suis restée là-bas. Donc c'était une habitude d'habiter toujours dans un endroit vraiment en quartier assez bien.
Et quand tu visais ce quartier, est-ce que tu avais une vision par rapport à tes enfants? Qu'est-ce que toi, tu voulais pour tes enfants? Moi, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à networking. OK. Et je crois que pour moi, ça compte beaucoup, l'endroit où on vit. Parce que c'est l'endroit, l'école, les gens que vous rencontrez à l'école, vos les voisins et tout ça. Pour enlever vos enfants, je crois que c'est vraiment c'est primordial. Pour moi, c'était primordial. Je vous donne un exemple. On a une école à côté de chez moi, pour le collège. Et c'était, est-ce que je ne peux pas vous le dire? C'est pas la peine. Collège André Moura. Mais quand je vois les enfants qui sortaient de l'école, je dis, jamais que mes enfants vont aller dans cette collège. C'était les enfants trop gâtés, ils fumaient, je peux dire même mal élevés. Et tout. Donc je dis, non, mes enfants ne vont pas aller dans cette école. Alors j'ai entendu parler du lycée Pasteur. Il y avait le lycée et collège Pasteur. Alors, mais normalement, vous devez aller dans le collège ou l'école à côté du secteur. Alors, j'ai tout fait pour que mes enfants aillent à Pasteur. Oui. Non, vas-y, je te laisse terminer. Non, je voudrais juste vous dire que je peux le dire maintenant, mais j'ai eu une amie qui travaillait, c'était même pas une amie, mais c'était quelqu'un qui travaillait à Monoprix. C'était un caissière. Donc, je lui ai dit, vous habitez où? Elle m'a dit, rue Pasteur. Oui. Alors j'ai dit, est-ce que je peux vous utiliser votre adresse? Ah ouais? Parce que j'aimerais bien que mes enfants aillent à l'école, à lycée Pasteur. Okay. Et puis elle m'a donné son adresse que je me suis en servir. Et puis c'est grâce à ça que mon premier fils a pu commencer à rentrer à collège Pasteur et après lycée Pasteur. Et puis Wally aussi a fait la suite. Mais comment tu as entendu parler de ce collège Pasteur? Ah oui, j'ai entendu parler parce qu'il y avait ma voisine qui me parlait toujours de la directrice, qu'elle est très stricte, très disciplinaire. Et elle parle vraiment aux parents. Elle dit, oui, je sais que vous êtes un quartier riche, mais on ne veut pas voir la richesse sous vos enfants parce que ça va créer des problèmes. Mais moi, j'aime bien les gens qui sont très disciplinés. Et ça, c'est par rapport à moi, quand on est quand même des Africains, vous savez, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. La discipline, ça compte beaucoup pour les enfants. Alors, c'est pour ça que j'ai dit oui, elle a l'air d'une femme africaine. Alors, j'ai dit oui, ça m'arrange. Voilà. Et là, ce que j'entends, c'est que tu parles avec la caissière, tu parles avec ta voisine. Donc, tu n'as pas de difficulté à aller parler avec les gens en général. Tu n'es pas quelqu'un de fermé. Non, pas du tout. Avec mes voisines, bien sûr, j'ai eu toujours des problèmes. Parce que j'ai fait des choses incroyables. Parce que deux fois, quand on ouvre la porte, vous entendez quelqu'un qui veut sortir, qui ferme toujours. Alors moi, j'ai dit, mais c'est pas normal. Nous sommes quand même des voisins, il faut qu'on se connaisse. Alors, je tape à la porte. J'ai fait semblant. J'ai dit, il me manque de sel. Est-ce que ça vous ennuie pas? Juste pour créer la discussion. Voilà, quoi. Pour créer la discussion. Il me manque des oignons, il me manque de lait, des choses très simples. Elle me dit, mais c'est quoi cette Africaine? Oui. Donc, on est quand même devenus des amis. Comme ça. Et puis après, j'ai vu qu'ils ont accepté comme j'étais. Parce que quand j'ai des visites qui n'arrivent pas je suis déjà à l'extérieur, j'ai des visites qui m'attendaient en bas, ils me disent, parce que on était les seuls étrangers quand même, africains dans les bâtiments. C'est un bâtiment de 70 appartements. Elle me dit, mais vous pouvez monter chez moi, vous l'attendez comme ça. Donc c'est pour vous dire que vraiment, les gens m'ont accepté. Mais j'en suis sûre que j'ai dit, cet Africain nous gêne toujours. Et je sonne à la porte à n'importe quel moment. Juste pour... Et puis après, il me dit, oui, on peut venir, vous pouvez passer, prendre du thé. Je vous invite aussi. Ouais, comme ça. Et puis après, il y avait beaucoup de gens qui ont déménagé parce qu'ils ont acheté ou bien ils ont trouvé plus grand. Mais il y a quand même, comme Betty, elle est toujours là. Et Betty, on disait toujours, nous sommes les plus pauvres des gens qui habitaient dans l'immeuble. Mais nous sommes quand même
Nguyen. Donc, c'était bien. Et puis, on restait toujours ensemble. C'est grâce à Betty, hein, elle est professeure à l'université. D'accord. Elle est professeure d'anglais. C'était plus facile aussi pour moi parce que je parle beaucoup en anglais. Hein. D'accord. Et c'est elle qui a découvert que Wally, vraiment, c'est un cas pas possible. Et puis, elle m'a dit un jour, elle dit, Wally, il est très intelligent, il connaît tout, mais comment vous avez fait? Mais je dis, je ne sais pas. Il pose toujours des questions, Wally, qu'est-ce que c'est ça? Il faut expliquer. Des fois, je dis, je ne connais pas tout. Donc, mais elle a dit non. Parce que son fils aussi allait dans la même école que Wally. Elle m'a dit non. Cet enfant ne doit même pas être dans cette école. C'était à la maternelle. Dès la maternelle, il montrait déjà des signes de curiosité. Voilà, beaucoup de curiosité. Et Betty a dit non, elle a insisté. J'ai dit non, il faut laisser. Elle est partie un jour, elle est allée voir la directrice de l'école. Elle a dit, mais cet enfant, c'est un génie, il ne devrait pas entrer dans cette école. Et la dame a dit non, il faut laisser, c'est un enfant. Elle a insisté. Et puis un jour, elle me dit, Aramide, vous venez avec moi. On va aller voir la directrice. Moi, je ne supporte pas que Wally reste dans cette école. Ok. Et puis je suis allée avec elle. Et puis on a vu la directrice. Elle a dit, oui, la plupart des mamans croient que leurs enfants sont vraiment les génies, sont les sous-doués. La plupart des parents croient à ça. Et puis Betty a dit, non. Moi, je suis professeure, je connais de quoi je parle. Cet enfant, moi, je suis blanche. Vous voyez que ce n'est pas mon fils. Et ça, c'est sa maman. Et elle ne veut pas. Mais elle lui a dit, oui, il faut laisser son enfant. Il faut laisser son enfant être... se développer tout seul. Non, Betty a insisté. Elle a tellement insisté qu'un jour, OK. Et puis, je suis allée voir la directrice un jour. J'ai dit, oui, je suis tout à fait d'accord quand même avec Betty. Ce qu'a dit Betty. Ce qu'elle dit Betty. Et je suis... S'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, vraiment, puisqu'il croit. Et elle a dit, oui, de toute façon, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'Académie de Versailles, donc il faut passer à l'Académie. Et on a pris un rendez-vous avec l'Académie de Versailles. On est allé avec Wally à l'Académie de Versailles. Il était encore maternel ou il était déjà un peu Il était encore maternel. Et puis, c'est que les psychologues, je sais pas, les psychiatres, les psychologues de l'école scolaire. Donc, on est arrivé, on a présenté Wally, et puis la dame a dit, oui, je suis psychologue scolaire, on est obligé de tester parce qu'il y a beaucoup de parents qui croient que leurs enfants sont sous-doués. Donc, il faut passer les tests. Donc, ils ont mis les choses vraiment simples, comme les blocs à rassembler ou bien créer quelque chose avec, les jeux, vous voyez. Et Wally a fait tout ça, il a tout fini. La dame m'a dit, elle a tout fini, mais c'est bon, qu'est-ce qu'il a fait? Dis donc. Et puis, elle a donné encore des autres choses, beaucoup de tests. Hein. Et puis, finalement, elle a dit, non, c'est même pas la peine de continuer. Ça, c'est sûr que c'est un sous-doué, c'est un génie. Donc, on est obligé quand même de le faire quitter l'école maternelle pour aller dans une école primaire. D'accord. Il a sauté des classes. Donc, il a sauté des classes. Et même à l'école primaire, deuxièmement, il voudrait encore sauter les classes. J'ai dit, OK. Donc, il a sauté encore. Et puis, finalement, je ne sais pas, c'est en 4e ou en 3e qui devait faire l'étude de... Ah oui, l'anglais. Je voudrais le faire quitter l'école. Non, ça, c'était au lycée. Donc, il a fait ça, il a continué. Et puis, ils ont dit, oui, il y a une école à Nice pour les sous-doués. Non, j'ai dit non. Il faut qu'il reste à côté de moi. Reste à côté. Parce que moi, j'ai travaillé, quand j'étais à New York, donc je suis partie à New York pour faire mon MBA, j'ai travaillé dans une bibliothèque à les Nations Unies. Et j'ai trouvé quand même, j'ai beaucoup travaillé avec les sous-doués. La plupart, ils ont eu des problèmes. Ils avaient du mal à s'intégrer. Oui, là, c'était même trop. Alors, je leur dis, non, ça suffit. Il faut le laisser. Il faut le laisser, en fait, avec des enfants, entre guillemets, normaux. Comme ça, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je crois que ça suffit, il va continuer comme les autres. D'accord. Donc, j'ai refusé qu'il aille à Nice. Donc, il y avait une école pour les sous-doués, spécialisée pour les sous-doués. Donc, j'ai laissé. D'accord. En 10 ans, on a parlé à plus de 1000 entrepreneurs.
Et bien souvent, quand vous parlez avec les entrepreneurs, ils pensent tous que leur problème vient du manque de financement. Mais quand on les écoute, quand on écoute leurs problématiques, on comprend très bien que la vérité, la difficulté est ailleurs. Les entrepreneurs se plaignent du manque de cash. Premier trimestre en haut, deuxième trimestre en bas, troisième trimestre en haut. Et ça, c'est un problème de gestion de la trésorerie. Ils se plaignent aussi des relations avec les salariés. Ils ont du mal à transmettre leur savoir à tous leurs employés, ou ils ont du mal à retenir les talents ou à choisir le bon talent pour la bonne tâche. Autre problématique qu'ils rencontrent, c'est cette difficulté qui consiste à savoir quelle décision prendre pour le bien-être de la boîte. Est-ce que j'ouvre cette boutique maintenant? Est-ce que je vais à l'international tout de suite? Quelle est la stratégie pour la pérennité de mon entreprise? Enfin, l'entrepreneur se plaint souvent de la solitude. Quand on est entrepreneur, on ne sait pas à qui on peut parler pour se confier sur les problématiques que l'on rencontre dans sa boîte. Pour tous ces problèmes, nous avons une solution, qui sont les Kali Business Club. Qu'est-ce que c'est? C'est des clubs privés dans lesquels on va apporter à l'entrepreneur la formation et les mentors pour lui permettre d'exploser le plafond de verre et de devenir véritablement un entrepreneur accompli et de dépasser ses limites. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? On va faire des formations en matière de leadership, des formations en matière de gestion d'entreprise, en matière également de marketing et communication et de stratégie d'entreprise. À côté de ça, on organisera des dîners avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi ce pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous vous battez tous les jours et qui sont à disposition pour vous mentorer. Qui peut intégrer le club? Il ne s'agit pas d'un club pour les créateurs d'entreprises. C'est un club pour les dirigeants, pour les entrepreneurs qui font déjà plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais attention, il ne reste que 15 places et on démarre en octobre. Comment faire pour s'inscrire? Si vous voulez plus d'informations, allez dans la description du podcast et vous aurez tout pour savoir comment vous pouvez rejoindre ce club qui vous permettra, je le sais, grâce aux formateurs qu'on a sélectionnés, grâce aux mentors qui seront à votre disposition pour vous accompagner, eh bien, vous aurez toutes les clés pour pouvoir exploser le plafond de verre et déployer votre entreprise. Et j'avais fait un épisode avec une Cap-Verdienne qui vit au Nigeria et elle m'a beaucoup parlé de l'excellence nigériane, de la culture de l'excellence. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses avoir vécu depuis ton enfance, qu'on t'a inculqué cette éthique de l'excellence, que tes enfants soient toujours excellents? Est-ce que tu les as éduqués dans cette dimension-là, au-delà du génie? Au-delà du génie, non. Le génie, c'est quand même naturel. Hein. C'est ça. Ça, c'est pas quelque chose. Sinon, tous les enfants, on peut dire qu'on veut que les enfants soient quand même très bien, même si c'est pas les sous-doués ou bien sont un génie. Oui, moi, j'étais élevée quand même par mes parents. Et ils ont toujours tout ce qui est moral, la qualité de vie. Je crois que j'ai eu tout ça quand même, hein, étant enfant. J'ai eu tout ce qu'il fallait avoir. Hein. Mon père, mais je sais que mon père disait toujours, pour que vous ayez une belle vie, de qualité, aller dans une belle école. Donc on a tous fait des études dans des meilleures écoles, quand même au Nigeria. Donc, on peut dire excellence. Et au niveau de qualité de vie aussi, hein, bien manger, bien habillé. Ça, mon père aussi, là, vraiment, il a un goût. Hein. Il était un bel homme, il s'habillait bien, il était vraiment... Mais est-ce qu'il était exigeant à vos... Ah, bien sûr. Surtout ma mère était très... J'ai perdu ma mère quand même assez jeune, très tôt. Mais... La période quand même qu'on a vécue avec elle, il était très très dur parce que mon père, il était quand même un homme gentil, pas trop dur, mais ma mère, waouh. Alors là, non, mais c'est maintenant que je vois que tout ce qu'elle nous a quand écrit, c'est pour une raison. Et elle nous a fait dire, oui, c'est pour votre vie, c'est pour la future, c'est pas pour maintenant. Et il faut écouter ce qu'on dit parce que vous avez quand même que les parents, ils ont leur expérience à vous donner, à vous passer. Si vous voyez que votre père ou bien les gens ont réussi leur vie, c'est parce qu'ils ont écouté, ils étaient disciplinés et tout ça. Donc, il faut continuer dans ce domaine. Et même ma mère est décédée, c'était le dernier année du collège. Okay. Mais avec tout ce qu'elle nous a appris, ça a toujours resté.
Et moi, je suis l'aînée de la famille. Donc, c'est moi qui a vraiment profité de la plupart. De toute l'éducation. Voilà, toute l'éducation que j'ai eue. Et qu'est-ce que tu as vu dans cette culture d'excellence, dans la culture nigériane, que tu ne retrouves pas dans l'éducation en France, nous, notre génération? Parce que, bon, moi, je te dis, j'ai des enfants, j'en ai 3 pour l'instant. Et je me pose toujours la question de comment faire en sorte d'éduquer mes enfants pour que demain, ils aient cette culture-là de l'excellence, en tout cas de leur inculquer ça. Et qu'est-ce que tu trouves dans la culture nigériane que tu ne trouves pas dans la culture française en matière d'éducation à l'excellence? Ouais, on peut dire que les enfants sont plutôt libres. C'est pas maintenant en France, je crois que c'est partout pareil. Parce que la génération est différente. Et moi, j'étais tellement aussi dure parce que j'ai élevé quand même, je peux dire, j'ai élevé mes enfants toute seule. Et j'étais très, très, très dure avec eux. Et j'ai pas de regrets. Et je peux vous donner un exemple. J'ai voyagé beaucoup. J'ai eu un travail qui me fait voyager à tout le temps. Et Wally devait sortir, aller dans une fête. Il est parti chez ma voisine pour demander l'autorisation de sortir. Et elle a dit, c'est quand même bizarre, parce qu'elle aussi, elle a 2 garçons qui sont beaucoup plus amis de l'autre qui est pas. Elle a dit à son mari, mais c'est bizarre. Regardez cet enfant, la maman est absente. Au lieu d'avoir quand même, voilà, celle qu'il veut, elle a dit non. Elle a dit, il est venu demander la permission, l'autorisation de sortir. Mais je lui ai dit, allez, tu peux sortir, tu peux aller. Et puis, il est parti, et puis il est revenu pour demander à quelle heure je peux rentrer. C'est la discipline. Voilà. C'est ça de ce dont tu parlais tout à l'heure, vraiment une éducation avec de la discipline. Et puis ils ont écouté aussi, parce qu'on peut bien être discipliné et puis que les enfants n'écoutent pas. C'est vrai. Et moi, j'ai eu de la chance quand même, je peux toucher le bois, qu'ils ont écouté et bien sûr, ça leur a servi. Mais comment tu l'expliques qu'ils aient écouté? Mais parce que, regardez l'exemple que je viens de donner. Je veux dire, comment est-ce que, si je devais faire en sorte que mes enfants m'écoutent, quels conseils tu me donnerais? Oh, je ne sais pas, je crois que la génération est complètement différente. Okay. C'est différent. Parce que nous, on n'explique pas, on donne des ordres. Moi, j'ai donné des ordres et c'est pas un ordre à questionner. Et je n'expliquais même pas. Quand je vois Wally, il explique aux enfants la raison pour il faut faire ceci, cela. Moi, c'était pas ça. Notre génération, c'est il faut le faire. Et ça a été fait. D'accord. Voilà. Il y a une autre anecdote dans la vie de Wally qui m'a particulièrement interpellé. C'est l'histoire avec, en 98, quand l'équipe du Nigeria est venue en France et que tu t'es débrouillé pour organiser et représenter le comité de fans de l'équipe du Nigeria. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça t'est venu à l'esprit, comment est-ce que tout ça s'est passé? Ça, c'est vraiment... C'est grâce à eux que je suis devenue enfant de foot, grâce à mes enfants, les 2 garçons. D'accord. Donc, France 98, il y a Chéni. J'ai eu, comme j'étais présidente fondatrice de Liaison franco-nigérienne. C'était un NGO. Ok, une ONG. Ouais, c'était une association à but non lucratif. D'accord. Pour réunir tous les gens qui aimaient le Nigeria, qui ont travaillé avec le Nigeria. Tous les PDG des grandes sociétés étaient quand même membres de cette association. En France? En France. Des sociétés nigériennes ou des sociétés françaises? Non, les sociétés françaises qui ont travaillé au Nigeria. Ok, d'accord. Voilà. C'est toi qui as créé ça? Oui. Les enfants franco-nigériens. Et pourquoi tu as créé ça? Tu vois, ça aussi c'est un peu c'est spécial, non? J'avais, oui. Dans ma carte de séjour, c'était marqué Niger. Disons, je crois que le Nigeria était mal connu. C'est juste l'idée, le but vraiment, c'est de faire connaître le Nigeria en France. Il y a une grande différence. À chaque fois, je suis obligée de dire aux gens, non, le Niger, c'est pas le Nigeria. Ouais. Le Nigeria, c'est un pays anglophone. Le Nigeria, c'est le 6e producteur de pétrole. L'Afrique de l'Ouest. Et tout ça. Donc, je dis le Nigeria, c'est un pays francophone. Et même au Nigeria, on a un État, le Niger.
Oui, il y a un État. C'est une fédération, le Nigeria. Oui, parce qu'il y a plusieurs 36 États avec la fédération 37. Donc, à chaque fois, donc, j'ai dit non. Il faut qu'on montre quand même la différence. Il faut faire connaître le Nigeria. C'était l'idée de créer liaison franco-nigérienne. Et on a eu la chance que, oui, il y avait des Nigériens. Et la plupart des Français, quand ils vont au Nigeria pour travailler, ils ne vont jamais rentrer en France. Ils changent carrément les boîtes. Vous voyez, quand ils sont envoyés en expatriation, 2 ans, renouvelable une fois, donc 4 ans. Après 4 ans, rentrer définitivement chez vous, non. Ils préfèrent changer la boîte, des boîtes pour pouvoir rester. Alors on voit quand même que les gens aimaient quand même le Nigeria. Mais parlaient quand même mal. J'ai dit oui, ça c'est la propagande parce qu'il ne faut pas que les autres expatriés viennent aussi le rejoindre et tout. Donc on a fait le Nigeria, créé la liaison franco-nigérienne. Et puis on a eu tous les PDG, tous les grosses boîtes. Elf à l'époque, il y avait Elf, il y avait Total, il y avait Spi Batignolles, Fougerolles, beaucoup de boîtes. D'accord. Parce que les gens, quand ils travaillent au Nigeria, donc ils rentrent au Nigeria, ils ont toujours la promotion supérieure parce qu'ils ont beaucoup amené quand même. Vous savez, quand on travaille au Nigeria, on gagne beaucoup d'argent. On fait rentrer beaucoup d'argent du Nigeria. D'accord. Donc, ils deviennent peut-être PDG ou bien un directeur général. Donc, ils rentrent au Nigeria, ils cherchent à avoir contact avec les Nigériens. Moi, j'ai des fois, Spi Batignolles, moi aussi je me rappelle plus son nom, ils sont chez moi comme au Nigeria. Je dis oui, je sais, même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, mais je sais que vous êtes là, la porte est ouverte. Donc, il y a des gens, donc c'était bien. Donc, on a fait les franco-nigériens, on a avec monsieur Jacques Chirac. On a eu, oui, on nous a demandé de faire, c'était quoi? On aborde au mérite à Wale Soyinka. Oui. Et monsieur Mabogudjek. C'est un écrivain. Voilà, un écrivain, Wale Soyinka, oui. Et donc, on a eu beaucoup d'expositions, images du Nigeria. On a fait donc toi, tu as organisé tout ça. Voilà, tout ça avec, bien sûr, avec les membres aussi. Les membres de l'association. Avec les membres de l'association. Et soutenu toujours par les sociétés françaises. Ok, d'accord. Voilà, toujours. Et donc ça, c'est ce que tu faisais. Comment est-ce que tu as switché donc, sur le... Alors, c'était entre-temps, il y avait France 98. Et oui, on continue, il y avait des qualifications. Et puis on pensait, ok, si on qualifie, comment on va faire? Voilà. Et on a commencé à penser à ce qu'on pourrait faire. Et il y avait Chéni, mon autre fils, qui a dit, ah maman, France 98, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, je ne sais pas. Et puis on a dit, ok, on va créer l'Nigerian Football Supporters Club. C'est toi qui as dit ça? Non, oui. On va créer la Nigerian Football Supporters Club. Et puis, on a créé la Nigerian Supporters Club. Et je suis allée, je suis allée à l'ambassade pour demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont dit rien. Bon, j'ai dit c'est pas grave. Donc, on a créé Nigerian Football Supporters Club entre le liaison franco-nigérien. Et après, on a fait une lettre à monsieur le ministre du Sport au Nigeria pour nous présenter que, voilà, nous sommes là pour aider tous les Nigériens, parce que le Nigeria, c'était quand même, c'était en... How do you say it now? Tu peux le dire en anglais, hein? C'est pas grave. No, it was a favorite. Ah, ok, un favori. Oui, c'était un favori quand même pendant la Coupe du Monde. Le Nigeria, les Super Eagles étaient très très forts à l'époque. Bien que nous, donc on était vraiment soutenus. Et donc ça a commencé comme ça, on a écrit. Et puis le ministre nous a envoyé une lettre en disant, il y a un Nigerian Supporters Club aussi au Nigeria. Donc il nous a présenté. Et puis on a fait vraiment bonne... on a vu monsieur... non, pas Nicolas Sarkozy était à l'époque notre maire. Oui, le maire de Neuilly. Je suis allée me voir. Et puis, on nous a donné quand même une salle à Neuilly. Hein. Et vraiment, M. Sarkozy nous a vraiment beaucoup soutenu. Il nous a soutenus. Et donc, on faisait des meetings, des préparations. On a travaillé avec RATP. On a fait beaucoup de publicité pour le Nigeria, le Palm Wine, tout ce qui est culinaire nigérien, le fashion show. On a fait beaucoup de choses. Et donc, je me suis présentée à l'ambassade, on criait tout ça. Et puis...
Et comment tu es devenu agent de joueur après? Non, Exact. ça c'était... Non, pendant la Coupe du Monde, il y avait le billet quand même par la Fédération du Nigeria. Et Wally il était libre. Il était tout jeune, hein, mais parce qu'il parlait anglais et parlait français. Tous les journalistes se rappellent de Wally, même jusqu'à demain. Hein, Ok. parce qu'il a vendu des tickets. On a eu tellement de billets à vendre. Et il a beaucoup travaillé. Il a fait il a interprété. Il était vraiment devenu agent aussi. Hein, Il avait quel âge? Il avait 15 ans, 16 ans? Parce que je pense 15 ans, hein, c'est ça, ouais? Oui, il était devenu vraiment agent aussi de tous les gens. Et puis pendant aussi, on a découvert tout ce que... J'ai soutenu les Super Eagles qui jouaient. Mes enfants suivaient ça. Et quand tu me dis, Victor Ekweba il était à Monaco, il n'a pas bien joué. Bon, j'avais tous les numéros de téléphone de tous les joueurs. Donc j'étais en contact. Je suis même devenue mère poule. Il m'appelait mère poule de Super Eagles. Parce que tu le faisais en mode... moi, en fait, est-ce que j'ai l'impression que toi, dans ta personnalité, tu es toujours en train d'animer, de faire du réseau, de faire de l'entre-gens. C'est ça que tu avais toujours tu prenais des nouvelles régulièrement des joueurs. Voilà, c'est ça. Okay. J'avais accès à tous les joueurs. Quand ils jouaient bien, j'appelle, je dis, Kanouanko, bravo. Et il y avait Taribo West, Kanouanko, JJ Okocha, qui invitait toujours chez Niewale, même quand il est venu à PSG. Ou encore, nous invite, Kanouanko nous invite, on voit quand ils ont joué avec, il était à Inter Milan à l'époque, avec Taribo West. Donc, ils nous invitent à chaque fois, avec les enfants. Et puis, Wally, je crois qu'ils ont profité bien. Ils amènent leurs amis avec JJ Okocha, les maillots, tous les affaires publicité, ils leur donnent. Donc, c'était vraiment bien. Et il y avait aussi Saga Nigeria sur l'équipe. D'accord. Toutes les semaines, on avait un photographe qui nous suivait partout pendant la Coupe du Monde. C'était Saga Nigeria, Saga Nigeria, Saga Nigeria. Et puis, il y avait un scoop il y avait le Droz. C'était quoi le Droz, Wally? Le tirage. Le tirage. Le tirage, c'était à Marseille. Il y avait les supporters qui sont venus du Nigeria. Et puis, vous savez, les supporters du Nigeria, oh là là. Donc, on est passé. Et il y avait le rencontre avec Lionel Jospin, parce que j'étais quand même avec les VVIP à Marseille. Et puis, il y avait une discussion avec M. Jospin, on dit Lionel Jospin. Il était Premier ministre à l'époque. Donc, ça a fait un scoop de Saga Nigeria. Mais après, tu es devenu agent, c'est ça? Je suis devenue agent parce que j'étais en contact avec beaucoup de joueurs. Et puis, il y avait un Rotimi Pedro, qui est le président du supporter à Londres. Lui, il est devenu agent. Et il m'a aussi invité pour le rejoindre parce qu'on connaissait quand même des gens, les joueurs. Et tu t'es formé, tu n'as pas eu peur, tu t'es dit, bon, non, pas du je tout. peux. Et tu n'as eu pas froid aux yeux? Non, pas du tout. Parce qu'on a eu des problèmes. Hein. Je peux vous dire que c'était l'époque de Abacha. J'étais infirmière. Oui, Abacha, c'était le président du Nigeria. D'accord. C'était un militaire et on voudrait faire, un fundraising parce qu'on voudrait faire un village du Nigeria. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a le Brésil qui ont le terrain pour faire un village du Brésil. Je dis, le Brésil, tout ce qui vient du Brésil, c'est du Nigeria. J'étais convaincue, tout traditionnellement. Donc, je suis allée, on a pris rendez-vous pour voir monsieur le maire à Saint-Denis. Et je lui ai dit, voilà, j'entends parler parce que Saint-Denis, c'était le stade était à Saint-Denis. Et ils ont démoli quand même pas mal le stade de France. Et puis, ils voudraient quand même des choses festives et tout, autour de la Coupe du Monde. Donc, je suis allée, il y avait un architecte avec nous, qui était membre. Je suis allée avec lui, pour voir monsieur le maire. Alors, on a dit, Brésil, déjà, vous avez donné les terrains. Et nous aussi, on veut aussi des terrains pour créer le village nigérien. Et dans le village, il y aura le press center, beaucoup. Il a dit, combien vous voulez? Et Moses a dit, 2 terrains de foot. 2 hectares. 2 hectares, mais je ne sais même pas qu'est-ce que ça représente, mais il a dit à peu près 2 hectares 2 terrains de foot, ça suffira. Il a dit, ok, vous l'aurez. Et donc, on est parti travailler, on a fait tous les dessins, architecture, de tout ce qu'on avait. Donc, bien sûr, on avait besoin de l'argent pour faire tout ça. Donc, je suis partie au Nigeria pour faire le fundraising.
Et donc, j'ai appelé à l'ambassadeur en France. Et on était soutenus aussi par l'ambassadeur. Parce que pour que les gens puissent venir au Nigeria, j'étais obligée de prendre rendez-vous avec l'ambassadeur de France au Nigeria. J'ai dit, on aura besoin de votre soutien. Il y a 1500 supporters qui vont venir du Nigeria. Il aura besoin de visa. Il a dit, madame, il n'y a pas de problème. Je compte sur vous. Il faut quand même qu'il y ait des places pour dormir et les billets, là. Donc, il a garanti. Ok. Donc, on a eu tout ça c'était clos. Donc, pour le village du Nigeria, j'ai appelé le premier ambassadeur Ogunsholere, premier ambassadeur en France du Nigeria. Il m'a dit, ça tombe bien, parce que toutes les sociétés françaises du Nigeria, je suis aussi membre de Franco-Nigerian Chamber of Commerce, la chambre de commerce franco-nigérienne. Il a dit, ça tombe bien, mais vous êtes membre de la chambre. Pourquoi vous ne venez pas? Parce qu'à la dernière réunion, les sociétés françaises se demandent comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient participer, comment ils vont participer pour la France 98. Alors là, il a dit, ça tombe bien. Il y aura un board meeting et vous voulez assister et vous expliquer exactement qu'est-ce que vous voulez et tout. Donc, je suis allée assister à la réunion. Bien sûr, on a tout préparé, le bouger, tout ce qu'on avait besoin était préparé, en noir et blanc. J'ai fait la présentation, ils étaient contents. Ils m'ont dit, oui, ok, vous avez besoin de ton agent. On va se réunir pour les sociétés françaises. Globalement, on va vous donner ça comme ça. Vous allez pouvoir participer comme vous voulez. Voilà. Et c'est le soir même que j'étais arrêtée. Arrêtée au Nigeria? Au Nigeria. Pourquoi? Par le militaire, le monsieur le président. Je ne sais pas si elle est au courant de ça, il était tout petit. C'était à 2h du matin, à la porte. Oui. Après la réunion, je suis allée envoyer, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu en France, mon vice-président, monsieur Lawal, pour envoyer les petits trucs du Nigeria pour mes enfants. Donc, je suis allée à l'aéroport, et après, je suis rentrée chez moi. Mais la nuit, quelqu'un tapait. Je dis, c'est qui? C'était mon voisin, Dele Benson. Il a dit, it's Delio. I said, what's going on? He said, open the door. I'm with a lot of soldiers. I said, wow, soldiers? Anyway, et puis j'ai ouvert ma porte. J'ai eu des soldats, des militaires en mofti qui sont pas, et puis les autres qui sont en uniforme. Et puis ils sont rentrés, bam, comme ça dans mon appartement. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, oui, vous êtes rentré quand au Nigeria? Et où est votre passeport? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec mon passeport? C'est à 2h ou 3h du matin. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, il commençait à fouiller partout. Et j'avais mon book. Parce qu'on avait Daryl Evans, le photographe de l'équipe, qui me suivait partout, qui nous suivait partout. Et puisque le Niger était le favori, on avait des interviews, des gens qui venaient des États-Unis, de l'Angleterre, de partout. Donc, on était dans tous les journaux. Mais ils m'envoient quand même une copie de tout ce qui est sorti après l'interview. Donc, Daryl a dit, mais vous allez au Nigeria, il faut faire un book. J'ai dit, c'est pas grave. Et il a dit, non, il est parti à la FNAC, il a fait un book comme ça, il a fait les coupures des presses avec les photos, parce que lui, il vendait des photos, bien sûr. Parce qu'il nous prend des photos partout. Donc, il m'a fait un beau press book. Et ça, le book était sur la table, parce que j'ai présenté ça aussi à la chambre de commerce. Ils l'ont fouillé, ils ont dit, oui. Et oui, vous travaillez pour qui? J'ai dit, mais vous travaillez pour qui? C'est pour le Nigeria? Ils ont dit, non. Ça, c'est pas pour le Nigeria. C'est pas pour... J'ai dit, mais c'est bizarre. Ils continuent à fouiller. Ils rentrent dans la chambre. Alors, j'ai dit, j'étais fatiguée. Alors, je me suis assise. Ils ont dit, mais elle est assise quand même. Mais j'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez rien dit. Alors, qu'est-ce que vous... Ils ont dit, ok, votre passeport. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec mon passeport? Alors, ils ont dit, fouiller. Ils n'ont pas trouvé. Alors, Délé, mon voisin, il a dit, Aramide, ces gens-là qui sont venus à 7h6, c'est de la présidence, c'est sûr. C'est pas de n'importe où. Ça, mais qu'est-ce qu'il voulait? Le président, qu'est-ce qu'il te reprochait? En fait, il pensait que tu étais envoyé par les forces étrangères. Alors, ils m'ont dit, ok, habillé. Donc, Bédélé a dit, il faut leur donner, c'est leur pouvoir faire ton passeport. Donc,
J'ai ouvert mon sac, j'ai donné mon passeport. Le monsieur me dit, oui, c'est juste pour regarder la date que vous êtes rentré, c'est tout, c'est rien. Ok, dans ce cas-là, j'ai donné mon passeport. Il n'a même pas regardé le passeport, il a mis ça dans son pantalon. Et je dis, c'est quand même bizarre. Ok, il a dit, maintenant, il faut s'habiller. Alors, je me suis habillée parce que j'étais quand même en chemise de nuit. Je me suis habillée. Et après, quand je suis descendue, il doit y avoir une centaine. Pour toi? Et puis, il y avait la lumière qui tournait. Tout les voisins, tout était sorti. Alors, j'ai dit, mais c'est pour ça, mais il faut rentrer. Heureusement, le monsieur, mon voisin, est venu avec moi. C'est grâce à lui que les gens savaient où j'étais. Ils m'ont envoyé maintenant à Dondon Barracks. C'est là où habitait l'ancien président avant qu'on a déménagé à Abuja. D'accord. Quand Lagos était capitale. D'accord. Donc c'était à Dondon Barracks que le président habitait. Donc c'est là qu'ils m'ont envoyé. Ils l'ont fouillé pendant 2 heures. Donc je suis assise, je suis rentrée. Ils m'ont dit, ok, no problem. Ils ont dit, il n'y a rien du tout, c'est juste de faire des petites vérifications. Là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors je me suis assise. Et puis il faisait jour. Quand il faisait jour, et puis il y a les militaires qui venaient, qui font leur petit exercice. Il y avait un monsieur, je crois c'est un général qui est rentré, il m'a vu. Il a dit, est-ce que les gens qui ont planifié le coup d'État? J'ai dit, coup d'État? J'étais étonnée. Alors, j'ai rien dit. Moi, ce qu'il me faut tous les matins, c'est le thé. Il me faut mon thé. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, m'a dit, bonjour madame, est-ce que vous voulez que j'ai dit du thé, s'il vous plaît? J'ai dit du thé. Alors, il a dit, parce qu'ils m'ont laissé quand même partir avec le bouc. Et avec moi, j'ai pris le bouc et j'ai pris mon sac. J'ai donné le monsieur l'argent. Et puis ils ont dit, vous allez où? Il a dit, madame, vous du thé. Je veux lui acheter du thé quelque part. Elle a dit, do you know what she is? Do you know who she is? Alors j'ai commencé à sentir quand même que je suis dans un grand bol de soupe. Alors je me suis dit, bon, vous savez, quand on a en conscience qu'on n'a rien à cacher, j'étais en paix avec moi-même. Mais ils ont dit, non, vous ne vous inquiétez pas. Et puis le monsieur qui est venu, qui était le leader des gens qui sont venus m'arrêter à la maison, il est venu, il a dit oui. J'ai dit, mais quand est-ce qu'on va partir? Parce que moi, non, l'interrogation, vous voulez m'interroger, il faut le faire. Et à l'époque, on préparait aller en France avec l'ambassade de France. Et on a fait ça dans tout l'État. Et c'était le dernier qu'on devait donner, comment dirais-je, des billets, un package pour les gens qui ont gagné aller en France, comme en France 98. J'ai dit, j'ai quand même un rendez-vous avec l'ambassadeur de France. C'est le grand final pour aller en France et tout. Ils ont dit, non, vous ne vous inquiétez pas, vous allez. Mais j'ai dit, il faut quand même contacter l'ambassade pour leur dire que peut-être que si je ne peux pas je ne peux pas assister, il faut leur prévenir. Alors, j'étais là. J'étais là. Et finalement, le soir, la nuit, ils m'ont demandé si je veux manger. J'ai eu peur parce que j'étais quand même encadrée par des militaires. Parce que de manger, j'ai eu peur. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai dit non. Donc, la nuit, ils m'ont amené dans un bureau. Et le monsieur m'a dit, bonjour madame, j'ai dit que vous êtes française, vous avez le vin, j'ai une bouteille de vin pour vous. Et puis il y avait la viande grillée, il m'a dit, oui, vous pouvez goûter. On a dit que vous avez refusé de manger toute la journée, ne vous gênez pas. Il a mangé un peu, il m'a dit, vous pouvez aussi manger. J'ai dit, non, j'ai pas faim. Il a dit, et du vin, mais j'ai dit, non, ça va. Et j'ai dit, je voudrais juste savoir pourquoi vous me gardez ici, je ne comprends pas. Elle a dit, madame, non, c'est rien du tout. C'est juste des vérifications. Toute la journée, des vérifications. Toute la journée, juste jusqu'à la nuit. Et puis après, il m'a dit, oui, madame, vous avez l'air fatiguée. Il faut qu'on vous trouve une place quand même assez confortable pour dormir. Alors là, ils m'ont amené. Mais parce que j'habitais à Ikoyi, la maison de la défense était là. C'est là où ils m'ont amené. J'ai reconnu quand même les routes. Mais c'était la nuit. Donc ils m'ont amené. Mais quand on rentrait, il y avait les militaires. Que les militaires à l'intérieur.
Ils m'ont dirigé en haut dans son chambre. C'était là, j'étais arrêtée pendant des semaines. Hein. Ah ouais? Ah oui, j'étais là. Et les enfants ne savaient pas où tu étais? Non, personne ne savait où j'étais, sauf que la personne qui m'accompagnait. Le voisin. Mais en rentrant à la porte, on l'a dit, vous ne pouvez pas passer ici. Donc lui, il savait que j'étais quand même à Dondon Barracks. Donc il a dit, il est parti dire à mon père, à la famille et tout, mais ils ne l'ont pas resté. Quand les gens viennent, je crois qu'il y avait M. Chonekon, qui était le président à l'intérim à l'époque. Lui, il a aussi appelé pour demander, ils ont dit non. Non, il n'était pas président à l'époque. Il était chef d'une grosse boîte, multinationale, que j'ai connue. Et il a dit, non, j'ai entendu qu'Aramide est là. Il a dit, non, on ne connaît personne. Personne n'a été arrêté, elle n'est pas là. Non. Donc, personne n'était au courant. Pendant plusieurs semaines, tu es resté arrêté là-bas. Là, monsieur là, qui est venu m'arrêter, il venait tous les matins. Alors j'ai dit non, vous savez, allons en France, l'ambassade de France, et le France 90. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Parce qu'eux, ils soupçonnaient que tu étais impliqué dans la tentative de coup d'État. Et puis en sortant du bureau de ce monsieur-là, j'ai dit, mais je suis là, pourquoi? Au moins, vous pouvez me dire. Il m'a dit, oui, il y a 3 choses. Il a dit, Wole Soyinka est sorti du Nigeria, vous êtes responsable. Oui. Quand tu l'avais amené là-bas en France, ils pensent que c'était... Non, parce que M. Soyinka était vraiment... Ils l'ont cherché partout. Ils voulaient l'arrêter. Et vous savez qu'il a quitté le Nigeria. D'accord. Et personne n'a su jusqu'à aujourd'hui comment il est sorti. Mais en arrivant en France, il a fait une interview à l'UNESCO. Ils ont dit que j'étais impliqué dans cette... Oui, que moi qui a organisé tout ça. Parce qu'à l'époque, j'organisais beaucoup de choses avec les enfants franco-nigériens, avec Wole Soyinka. Le prix Nobel de littérature. Voilà, c'est ça. Et après, ils ont dit, oui, Radio Kudirat. C'était la radio d'opposition et tout. Je ne connais pas d'où ça venait. Je sais que les gens rentraient pour écouter Radio Kudirat. Je ne connais même pas. Ils ont dit Radio Kudirat. Radio Kudirat, c'était la femme d'Abiola, qui était aussi une femme politique. D'accord. Elle était vraiment très, très impliquée dans la politique. Donc, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire Radio Kudirat. Je ne sais pas d'où ça venait. Et puis, troisième chose que je voudrais organiser un coup d'État contre Abacha. Ça, c'était le président en place. C'est la première fois que je discute de ça. Et donc, je dis, mais c'est bizarre. Bon, je dis, tant pis, hein, je m'en fous. Mais je dis, je ne connais rien du tout comment Soyinka est sorti. Mais comment il est sorti, je crois qu'on était au Nigeria, on faisait beaucoup de choses aussi avec la Sorbonne. Il y avait les urbanistes qui allaient au Nigeria, les professeurs d'urbanisme. Ils vont au Nigeria, on fait 2 fois par an. On allait ensemble. Et puis, ils ont demandé de rencontrer Wole Soyinka parce qu'il aimait beaucoup Wole Soyinka de toute façon en France. Donc, ils ont demandé de dire, il n'y a pas de problème. On est allé visiter Wole Soyinka. Il a dit qu'il allait venir. On a fait violence. Il y avait une conférence sur violence en Afrique à l'université d'Ibadan. Donc, on a assisté. On fait le tour du Nigeria en voiture. Il y a Peugeot qui nous soutenait, il y a Total qui nous donne tout ce qui est fuel, il y a une autre société qui paie les hôtels. Donc, c'était tout... Parce que les profs, ils n'ont pas d'argent de toute façon. Donc, tout est toujours organisé comme ça. Donc, ce jour-là, Wole Soyinka a dit que c'est lui qui a le keynote address, c'est lui qui devait donner ça à la conférence. Et il m'a envoyé un mot, on disait, Aramide, je ne viens pas. Il faut amener vos amis là, vos amis français chez moi, à Abeokuta. C'est là où il habite. On est allé à Abeokuta. Je crois que c'est la nuit même qu'il est parti du Niger. C'est comme ça. Donc ils ont fait un lien entre ta venue et son départ. Donc c'est ça. Mais comment tu as fait pour te sortir de toutes ces affaires? Mais non, parce que l'interrogation, après, c'était le DSS, l'État, la sécurité de l'État. Ils m'ont sorti de... C'était quand même bien. J'ai pas dit que j'étais pas... Tu n'as pas été maltraitée. Il y avait même il y avait un cook à la maison. C'était un arrêt à la maison. D'accord. Je crois que c'était même la maison d'amis du président Abacha à l'époque.
Et donc, il venait tous les jours, il m'amenait à manger. Il m'amenait à manger, mais j'ai refusé de manger. Et un jour, il m'a amené ça dans un plateau, vous voyez, bien préparé et tout. Alors, quand un jour, j'ai ouvert comme ça, j'ai dit, oh là là. Et il a dit, vous parlez français? J'ai dit oui. Et il me dit, et vous? Il m'a dit, oui, je suis camerounaise. Il m'a dit, mais non, madame, il faut manger. Vous ne savez pas combien de temps vous allez rester ici. Il faut de la force. Il faut manger pour avoir de la force. Il faut manger. Et vous me dites n'importe ce que vous voulez que je dois manger. Parce que vous êtes camerounais. J'ai dit, je vais un dolé. Non, un dolé. T'as pris un dolé. J'ai commandé un dolé. J'ai dit, c'est mon plat favori. Donc, il m'a préparé. Donc, tous les jours, j'ai mangé, j'ai bien mangé. Donc, un jour, ils sont venus, ils m'ont sorti pour aller avec la DSS. C'était un bureau d'État, sécurité de l'État. D'accord. Interviewé, interrogation sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Et puis, je repars. Et puis, finalement, j'ai dit, non, donnez-moi un cahier. Parce que c'est la même chose que vous me faites répéter. Et ça ne va pas changer quoi que ce soit. J'ai dit la vérité, même dans 100 ans, ce sera pareil. Donc, j'ai tout noté, 27 pages. J'ai écrit, donc quand ils m'interrogent, j'ai dit, tournez à cette page. C'était bizarre. Mais puis finalement, les gens là, ils ont dit, oui, mais c'est pas nous. Hein. Ça vient de tout en haut. L'autorisation, c'est pas nous. Parce que pour nous, on n'a rien trouvé. D'accord. Mais l'autorisation, c'est d'Abuja. Ça vient d'Abuja et on n'y pour rien. Et après, ben, je crois qu'ils ont décidé, oui, il faut la laisser partir. Mais ils ont dit, pas de press conference. Il ne faut pas parler à qui que ce soit. Il faut aller. Et puis, le lendemain, j'ai quitté le Nigeria pour revenir en France. Et c'était on a eu le dernier match contre, je crois, l'UC Hollande. Ah, donc tu n'as pas assisté au match? Non, ça c'était en préparation. D'accord. Non, j'ai assisté au match. Hein. Ok. Même pendant le match, à Nantes, c'était à Nantes qu'on a joué contre l'Espagne. J'ai failli être arrêtée. Ils ont amené des agents de police du Nigeria en France pour me surveiller. Eh bien, ça c'est vraiment une vie. Et tout ça là, ça t'a pas empêché, ça t'a pas fait peur. Tu t'es dit, je continue. Non, parce que quand je suis rentrée, les gens disent, oui, ça suffit comme ça. Ben oui. Vous aurez pu mourir et tout. Mais j'ai dit, moi je me serais dit, je vais continuer ma petite vie tranquillement. Non, j'ai dit, on continue. Hein. Et puis j'ai dit, il y avait Daryl, m'a dit, oui, maintenant on va visiter où les Super Eagles vont rester. Hein. Et donc il y avait deux quartiers. Il y avait un où ils font il n'y a pas le terrain de foot, l'entraînement. Donc, on a eu rendez-vous avec les deux maires. Ils nous ont invités à déjeuner. Et après, tout le lieu était le drapeau nigérien. J'étais étonnée. Et puis, l'ambassadeur m'a invité, l'ambassadeur du Nigeria. Il m'a invité, il m'a dit oui, histoire de ce club de supporters. Parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, elle fait trop d'argent, elle est trop populaire, elle fait tout, c'est comme il y a qu'elle et tout ça. Donc je crois que c'est ça qu'ils ont fait. Et donc il doit avoir fait des choses. Alors je suis allée, l'ambassadeur a envoyé une lettre en disant que madame, est-ce qu'on peut se rencontrer? Il a dit la date. C'était quelques jours avant la Coupe du Monde. Alors j'ai envoyé, c'était l'époque de fax. J'ai envoyé un petit mot, j'ai dit, merci monsieur l'ambassadeur, je suis désolée, il n'y a pas de temps à perdre. On a juste peut-être quelques jours avant la Coupe du Monde. Et donc, je propose les dates après la Coupe du Monde. Et le lendemain, l'ambassadeur m'a appelé. Il m'a dit, madame, absolument, il faut que vous passiez me voir. J'ai dit, ok, monsieur l'ambassadeur. Je suis passée le voir. Et puis, je lui ai dit, oui. Il m'a dit, oui, il y a beaucoup d'autres clubs. Il voudrait que tous les clubs se réunissent. Mais j'ai dit, non, il n'est pas question. Parce que nous, on a beaucoup travaillé. Ouais. On est allé partout en France pour trouver les endroits où les supporters vont rester. On a fait le partenaire avec RATP. On a fait beaucoup. On a fait bouger des choses. Les gens, ils voulaient juste profiter de tout le travail que toi, tu as fait. Non, j'ai dit non, monsieur. J'ai dit, je suis désolée. J'ai dit, une fois au stade,
tout le monde soutient le Super Eagles. Personne ne va savoir que ça, c'est un autre club. Et tout le monde sera là pour le soutenir. Donc, c'est pas la question. Il n'en est pas question qu'il y a un majeur. Donc, j'ai dit, par exemple, je suis allée avec l'équipe, le magazine Équipe, pour visiter l'endroit, le château où ils vont loger les Super Eagles. On est allé avec monsieur le maire où ils vont faire l'entraînement. Et j'ai dit, voilà leur programme pour l'arrivée de Super Eagles. Et tous les Super Eagles, les gens de ce quartier, c'était au village, sont venus à l'ambassade, ils n'ont pas trouvé de drapeau. J'ai dit, on était là, toutes les maisons, les femmes étaient en train de coudre le drapeau nigérien. D'accord. Partout était le drapeau nigérien. Welcome to Nigeria. J'ai dit, et puis j'ai dit, voilà le programme, l'arrivée de Super Eagles. L'ambassadeur a dit, mais c'est pas possible. Il a appelé son ministre, il a dit, voilà, alors la préparation de Coupe du Monde, comment ça se passe? Il a dit, non, on n'a rien entendu. Il y avait la fédération qu'on n'arrive pas à rejoindre, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Alors l'ambassadeur était fâché. Il a dit, mais regarde madame, elle a tout fait. Le billet. Sans le soutien des politiques, quoi. Voilà. Elle n'a pas attendu. Maintenant, on est obligé de compter sur elle. Parce qu'elle a fait tout le travail qu'on doit faire comme à l'ambassade. Donc, on n'a rien à faire. On doit quand même le soutenir et puis on va à côté de son côté. Donc, j'étais obligée maintenant de vendre le billet, même pour l'ambassade. Ils n'avaient pas des billets. Hein. Ils n'avaient pas du tout en fait, ça. c'était toi qui étais devenue la personne clé de toute l'organisation. Voilà, donc on a eu les billets. Voilà, était là pour vendre des billets dans le train. On était je crois que c'était à Nantes. C'était où, Walé, tu te rappelles? Nantes, Paris, Toulouse. Nantes, Paris, Toulouse. Ok. Ouais. Non, en tout cas, très intéressant. On a beaucoup parlé et j'aurais voulu profiter de ce côté-là pour que tu puisses nous donner un conseil que tu aimerais donner à tous les jeunes, parents aussi, qui sont de la diaspora, donc d'Afrique, pas que du Nigeria, mais d'Afrique, qui vivent en France. Quel conseil tu leur donnerais pour réussir l'éducation de leur enfant en France? Réussir l'éducation de leurs enfants, c'est quand même la volonté des enfants de réussir. C'est la volonté. On peut tout donner, hein, mais moi, je crois qu'il faut soutenir les enfants. Il faut être à leur côté, c'est vrai. Il faut être à leurs écoutes aussi, oui. Il faut peut-être pas être trop dur parce que je crois que ça marche plus maintenant hein, quand on est trop discipliné. Ça marche. Je ne sais pas. Je crois que la génération, c'est pas la même chose. Parce que nous, on respectait et on a eu peur de nos parents. On a eu peur de nos profs. Ouais, tu dis qu'aujourd'hui, on n'a plus peur. On n'a plus peur, on respecte personne, on fait ce qu'on voulait, et puis c'est notre idée. Moi, je crois que, ce qui m'a vraiment guidée, c'est moi, j'avais toujours tout ce qui est... Je suis très africaine dans mes pensées. Et j'ai toujours dit à mes enfants, même si vous avez la nationalité française, ça c'est administratif. Moi, vous êtes du Nigérien. Au Nigeria, c'est comme ça qu'on fait. Le respect. Donc, c'est ça. Je crois que ça, c'est quand même important pour nos enfants d'aujourd'hui. Qu'on ne perde pas ces valeurs-là qu'on avait. Il ne faut pas les valeurs de respect. Pour les autres, pour les adultes, ça, c'est très important. Ok. Bon, madame aussi. Merci. Thank you. Le plaisir pour moi. Merci.